Alors c'est parti, comme je le disais, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous commençons avec un avant, un après, cette fois spécial dessin animé. C'est moi qui vais ouvrir le bal et normalement déjà ce logo devrait vous donner des paillettes dans les yeux. Ah, le silence Ben, fait pour ma part, peur je suis déjà. déjà J'ai aveugle l'impression avec que la toutes ces réponse paillettes. est non, bizarrement. Pas de Oh, quand paillettes même. dans tes petits yeux. Donc c'est le, C'est pas ma génération. donc c'est le logo de Senseiya. Donc c'est il y a vraiment eu un avant, un après ce dessin animé pour ma part. Je me suis quand même posé la question avec le dessin animé Batman, mais non, je pense que c'est quand même Senseiya. Donc j'ai plutôt choisi ce dessin animé là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il m'a tant marqué. Euh, alors, Senseiya, tu connais pas du tout, c'est ça? Ou si quand même? Oh, ben, je connais un peu, un petit peu de loin, quoi. Il y a des chevaliers de bronze, il y a l'arc du temple que tout le monde connaît, ce genre de choses, quoi. Du sanctuaire, pardon. Ok. Oui, oui, absolument, le sanctuaire. Alors, donc il s'agit d'un dessin animé qui a commencé à être diffusé en 1986, de 145 épisodes. En général, bon, il y a énormément de rediffusions, mais en général, tout le monde a baigné dedans grâce au Club Dorothée. Et il s'agit bien évidemment d'une œuvre, d'une adaptation du manga de Masami Kurumada. C'est un dessin animé qui est tant connu par ses qualités que par la censure. On le sait, hein, à cette époque, les shonen étaient quand même pas mal charcutés dès lors qu'il y avait un peu de sang. Alors, non seulement celui-là, il n'y a pas échappé, mais en plus, ils y ont été vraiment de bon cœur. On n'est pas au niveau d'un Ken le survivant, mais il est clairement bien plus charcuté quand même qu'un Dragon Ball. Ça là-dessus, on va pas se mentir. Au niveau de l'histoire, il faut savoir qu'étant donné que je suis un gros fan de Senseiya, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que je vais faire d'autres vidéos sur l'univers Senseiya et les différents spin-offs au fur et à mesure des lives. Là, je vais plutôt rester centré pardon, sur le dessin animé, donc vraiment ce qui est plutôt propre au dessin animé. Et concernant l'histoire pure et dure, là, je le ferai plutôt lorsque je parlerai peut-être plus du manga Saint disons. Mais bon, par contre, je ne peux pas vous lâcher comme ça sans non plus vous donner la base. Donc, au niveau de la base, il faut savoir que c'est la déesse Athéna pardon, qui se réincarne sur Terre. Athéna qui est la déesse de la guerre et qui se réincarne dès lors que les forces du mal sont prêtes à foutre de nouveau le boxon sur la planète, à peu de choses près. Ça, c'est le pitch de départ. Par la suite, on apprend que c'est plus ou moins tous les 200 ans, entre guillemets, à chaque fois qu'Hadès se réincarne et tente de mettre en place une nouvelle guerre sainte. Mais dans ce tout premier dessin animé, le problème, c'est que en fait, Athéna n'est pas arrivée, elle est arrivée pardon, directement dans le sanctuaire, mais le problème, c'est qu'il y a un être, j'allais dire malfaisant, mais malfaisant parce qu'il est malade. On va plutôt dire ça comme ça. Il y a des problèmes en haut. Et bref, de fil en aiguille, Athéna ne sera plus du tout au sanctuaire, mais elle sera au sein de la Fondation Grade et sera protégée non pas par les 12 chevaliers d'or qui sont supposés protéger le, le sanctuaire d'Athéna, mais par 5 chevaliers de bronze qui vont se rallier à sa cause parce qu'ils voient en elle la véritable incarnation d'Athéna, tandis que les 12 chevaliers d'or, eux, sont dupés par le grand Pop, qui est supposé être un peu le représentant d'Athéna sur Terre, mais en version humaine. C'est lui qui est vraiment à la tête des 88 chevaliers à la base. Mais donc, étant donné que lui a retourné sa veste, il va manipuler tous les chevaliers d'or pour que tous les chevaliers d'or empêchent les chevaliers de bronze de remettre Athéna à la tête du sanctuaire, disons. Donc, ce qui est ici intéressant, c'est que, en fait, normalement, Athéna est supposée arriver pour combattre les forces du mal, donc et différents dieux qui vont arriver. Mais le problème, c'est de par ce petit problème avec le grand pop, l'histoire va surtout commencer avec une guerre civile au final. Donc, lorsqu'il faudra vraiment se sortir les doigts du hammam pour affronter les véritables ennemis, au lieu d'avoir 88 chevaliers, ils seront déjà plus qu'une douzaine, quoi. Déjà là, ça commencera mal. Mais bon, voilà
grosso modo, vraiment pour le pitch de base de Saint Seiya. Au niveau des personnages principaux, est-ce que tu les connais? Oui, il y a le Power Rangers orange, D'accord. le Power Rangers vert. Ok, alors il Non, y je ne les a connais pas. Seiya ou Seyar en VF, donc tout à droite, chevalier de Pégase. Ensuite, vous avez qui est un peu l'archétype vraiment du mec shonen, on va dire, qui a un côté très tête brûlée, même s'il est extrêmement dévoué. Euh, c'est vraiment le côté je fonce dans le tas et je vois ce qui se passe après. Shiryu, peut-être le plus posé, le plus sage du groupe, chevalier du dragon. Il est aussi connu pour avoir un bouclier indestructible qui est toujours détruit. Ensuite, vous avez Ouais. Yoga, chevalier du cygne, qui maîtrise la glace, qui est peut-être celui qui a le plus de mal à mettre de côté son passé, on va dire. C'est celui dont on sait le plus de choses au niveau de son histoire, de son passé. Et c'est également le seul qui a une origine différente, puisqu'il s'agit d'un chevalier qui est d'origine russe, contrairement aux autres qui sont d'origine japonaise. Ensuite, vous avez Shun et Iki qui sont frères. Alors, dans le dessin animé, ce sont les seuls frères. Tous les autres sont des orphelins, tout simplement, qui ont été récupérés par la Fondation Grade pour aller faire leur entraînement de chevalier et essayer de récupérer une armure. Dans le manga papier, ils sont tous demi-frères. Et Shun et Iki sont en plus véritablement frères. Donc c'est Mitsuma Sakido, celui qui gère l'entreprise Grade, qui dans le manga papier, il a été de bon cœur pour avoir suffisamment d'orphelins, donc il a fait le tour du monde, et puis bah, je te fais pas un dessin. Et visiblement, il y avait une madame qui était un peu plus jolie que les autres, et là, pour le coup, celle-là, il a été la voir 2 fois, d'où le fait que Shun et Iki bah, sont véritablement frères. C'est vraiment bizarre. Donc, dans le dessin animé, ce point-là, ils l'ont pas repris. Je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà, Shun et Iki, véritablement frères. Pour les autres, ils ne sont pas frères dans la version dessin animé. Concernant enfin donc Shun, chevalier d'Andromède, qui maîtrise la chaîne nébulaire, c'est mon personnage préféré. Il est extrêmement pour la paix. Il est toujours centré sur les émotions. C'est quelqu'un qui ne veut pas se battre, qui est presque chevalier malgré lui. Il a fait son entraînement vraiment juste pour retrouver son frère. Ce qui est assez comique parce que bah, c'est le plus puissant des 5. En tout cas, c'est lui qui avait été. C'est lui qui avait atteint en tout cas le 7e sens avant les autres. Donc autant dire qu'il avait un train d'avance dès le début. Enfin, Iki, qui est aussi extrêmement puissant, pardon, merci son armure, il a l'armure du phénix, en fait, elle peut se restaurer dès lors qu'elle est détruite. Donc autant dire que c'est un ennemi assez incroyable. Et donc voilà les 5 chevaliers de bronze, donc qui sont vraiment tout en bas de la hiérarchie des chevaliers, qui vont accompagner Athéna, ou comme ils le disent eux-mêmes, Saori-san, si vous regardez en VO. Non, ils se sont trompés sur plusieurs personnages pour le sexe. Par contre, au niveau des chevaliers de bronze, oui, c'est le seul pour qui ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que son design était quand même vachement efféminé, tout comme Aphrodite des poissons. Donc en VF, ils ont donné à ces 2 personnages une voix de femme, tout du moins pendant un temps, alors que bah, ce sont des hommes. De toute façon, il y a une règle qui dit que dès lors que tu es une femme chevalier, tu dois forcément porter un masque. Donc, du coup, normalement, il n'y avait pas moyen de se tromper, mais on s'est quand même trompé. Vous le vouliez pas, nous l'avons fait. Voilà. Donc voilà une petite image du sanctuaire avec les différentes maisons que les chevaliers vont garder au péril de leur vie. Et tout en haut, donc, vous avez le temple du Grand Pop, puis le temple d'Athéna. Et ça, c'est la première partie donc de Senseiya, et c'est peut-être, comme tu l'as dit, Martin, la période la plus connue du manga, avec la fameuse montée des marches. Alors, il est temps maintenant que j'ai un peu fait, disons, la présentation, il est temps maintenant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet et essayer d'expliquer pourquoi ça m'a tant marqué. Alors,
Déjà, le générique, il est exceptionnel. Le générique reprend deux des choses qui sont dans ce dessin animé exceptionnelles pour moi, à savoir l'animation, qui est vraiment, vraiment dingue. Aujourd'hui encore, je pense qu'elle passe sans problème, et les musiques. Donc là, en l'occurrence, c'est le générique, donc on parle surtout de la musique du générique, mais les OST, à travers, au fil du temps, à travers les épisodes, sont vraiment magistrales, quoi. Ce sont vraiment des œuvres d'art. J'en reparlerai du coup tout à l'heure. Et du coup, ce générique est assez représentatif aussi de l'univers de Senseiya. Il est rentré dans la légende tant par, encore une fois, l'animation que la musique. Et fait intéressant, pourquoi il a autant cartonné? Parce que le mec qui a fait le générique, il était supposé avoir un montant pour faire ce générique, mais il n'en a pas du tout tenu compte. En fait, il a dépensé une somme folle pour faire le générique. Du coup, le générique a été gardé, mais clairement, le mec, il n'a pas été très apprécié après ça. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Autre point intéressant dans le dessin animé, puisqu'on est encore une fois on se focalise sur le dessin animé, il s'agit de l'arc Asgard, qui est un arc filler. Donc il faut savoir que le dessin animé est sorti quand même très vite après le manga, et bah, ce qui devait arriver pardon, arriva. Ils ont très rapidement rattrapé du coup le manga papier, et bah, qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là? Eh ben, on met des épisodes bouche-trou. Par contre, pour Senseiya, en termes d'épisodes bouche-trou, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. C'est un arc exceptionnel. Il est déjà, il est non, franchement, il est complètement dingue. Tous les personnages sont extrêmement bien travaillés. Les musiques sont toujours aussi dingues. Euh, les twists concernant la moitié des personnages, il y a un petit twist de fin les concernant, est vraiment bien amené, c'est très très bien imaginé, et en plus, ils ont réussi à lier cet arc directement avec l'arc d'après, qui est pourtant la suite tout de suite du manga. C'est-à-dire que dans le manga, tu fais Sanctuaire, Poséidon, Hadès. Là, tu fais Sanctuaire, Asgard, Poséidon, Hadès. Et le glissement entre Asgard et Poséidon passe nickel. C'est vraiment. J'ai jamais vu un filler aussi bon. C'est quand même fou de se dire qu'un truc rajouté est aussi bon. Clairement, on est très loin des épisodes filler à la Dragon Ball et à la Naruto. Là, on est vraiment à des années-lumière niveau qualité. Le traitement des personnages aussi est, encore une fois, à saluer. Troisième point, une originalité quand même assez dingue, c'est que, bon, c'est un shonen, donc il y a beaucoup d'affrontements. Par contre, le nombre de méchants se compte vraiment sur les doigts de la main, puisqu'ils sont au nombre de 3 au final, vraiment pas plus. Vous avez Hypnos, Thanatos et Hadès. Tous les autres, ils ont forcément, il y a forcément de la manipulation dans l'air, où ils doivent écouter les ordres, où ils sont malades, où ils sont manipulés, ouais, enfin, véritablement méchants du début à la fin de leur apparition, Hypnos, Thanatos et Hadès. Autant dire, ça fait quand même très peu de méchants sur un manga de 145 épisodes. Et pourtant, des affrontements, il y en a. Le point numéro 4, c'est une autre originalité, je trouve, qui va à contre-courant de tous les autres shonen. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. On a tendance à dire que Dragon Ball, c'est un nouvel arc, une nouvelle transformation, un nouvel arc, une nouvelle transformation, et qu'on n'arrive pas à endiguer, du coup, ce phénomène de personnages de plus en plus forts. Oui, c'est vrai. Et bien ici, dans Senseiya, c'est l'exact opposé. C'est vraiment génial. Donc en fait, d'abord, les chevaliers de bronze s'affrontent entre eux, puis ils affrontent les chevaliers d'argent qui sont plus forts, puis les chevaliers d'or qui sont plus forts. Bon, jusque-là, chemin typique du shonen. Ensuite, ils vont affronter les guerriers divins d'Asgard, où ils vont dire qu'ils sont presque aussi forts que les chevaliers d'or. Ensuite, ils vont affronter les généraux de Poséidon, où ils vont dire qu'ils ne sont clairement pas aussi forts que les chevaliers d'or. Et concernant les guerriers d'Hadès, autant dire heureusement qu'ils sont 108, parce que la plupart d'entre eux, ils ne représentent que finalement de la chair à canon, quoi. Donc vraiment, c'est ça qui est assez original, c'est que tu as même une descente en fait de la puissance des adversaires. Alors ok, les héros montent en puissance eux, mais les spectres d'Hadès, encore une fois, heureusement qu'ils sont 108, alors il y a quand même les 3 généraux d'Hadès, mais ça reste quand même peu de choses.
par rapport à d'autres shonen où encore une fois tu vas juste balancer un Big Boss et encore un et encore un et encore un. Avant-dernier point, tout simplement Masami Kurumada. Il faut savoir que il a toujours voulu que ses mangas soient adaptés en dessin animé. Il a jamais vraiment réussi. Donc du coup, pour Senseiya, il s'est donné toutes les chances. Cette fois, il a mis toutes les chances de son côté. C'est-à-dire que dès le début, il a beaucoup réfléchi pour être sûr que cela se passe après en dessin animé. Donc il a énormément étudié ce qui se faisait. Et de là, il va mettre beaucoup de choses en place pour que ça fasse mouche. Bon, bah, déjà, le côté une armure de chaque couleur, le caractère des personnages qui est quand même comment dire, qui est quand même assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Le côté chevaleresque, enfin le côté chevalier, le fait qu'il. Bon, Seiya est un peu immature, mais de manière générale, les personnages font preuve quand même d'une certaine maturité. Il y a des thèmes assez importants qui sont mis en avant dans Senseiya, ce qui fait que, ben, du coup, ça va plaire aux garçons, mais selon ses propres dires, ben, ça va plaire aussi aux filles. C'était tout l'intérêt, c'était de mettre des combats du coup pour les garçons, mais de donner un traitement suffisamment profond et mature, on va dire, aux personnages de son manga pour que les filles puissent également s'y retrouver. Euh, donc il y a ça, et il y avait encore autre chose, je l'ai plus, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Enfin, concernant ce dessin animé, il faut savoir que il y a quand même un vocabulaire un peu plus élaboré que dans les shonen et encore plus dans les shonen vraiment de cette époque. On va clairement pas dire tu vas mourir, on va plutôt dire je vais te faire mordre la poussière, des choses comme ça. Il y a beaucoup de détours, des jolies phrases, des phrases un peu plus élaborées, comme je l'ai dit, et un vocabulaire un peu plus soutenu que d'ordinaire. Et, euh, et ça, bah, c'est extrêmement appréciable aussi. Ah oui, et voilà, le dernier point, c'était qu'il avait fait exprès de garder les chevaliers d'or de côté, parce qu'il se doutait bien qu'il allait, que c'était une bonne idée, que ça allait marcher, et plus le fait que bah, on a tous un signe astrologique, donc on va tous se projeter vraiment sur un personnage, forcément. Donc c'est pour ça qu'il les a pas balancés tout de suite. Il a préféré les garder pour plus tard, pour donner aussi, encore une fois, je crois que c'est du grain à moudre, non? C'est comme ça que ça se dit? Du grain à moudre pour être sûr que le dessin animé continue après sur une bonne lancée. Concernant les OST, parce que je vous l'ai dit, il s'agit d'une grande part du dessin animé, hein. Personnellement, euh, pourquoi il y a un avant et un après? Parce que dans une scène, c'est la scène où Yoga va voir sa mère dans les glaces. Donc elle était dans un bateau, donc le bateau a coulé, donc en fait son corps est conservé dans l'eau glacée. Quand il va la voir, entre l'animation, le chevalier qui pleure et la musique, j'avais beau être un gamin de 10 ans et j'avais beau être avoir été nourri par des Rambo et des films d'action et des choses comme ça où clairement fallait y aller si tu veux pour faire briser mon cœur de pierre. Mais Alain, non, clairement, il a été brisé en un million de morceaux et j'ai pleuré plus d'une fois devant ce dessin animé et encore plus devant cette scène qui est vraiment magique. Encore une fois, entre la musique, le chevalier qui est supposé être extrêmement fort, qui pleure, bah, la maman dans la glace, comme le dit Matt, bah, t'es toi-même un gosse, donc quand tu vois ça, c'est vrai que c'est assez impactant. Donc tout ça, c'est exceptionnel. Du coup, impossible de parler du dessin animé Senseiya sans parler des OST. Et elles sont toutes bonnes, toutes les chansons sont bonnes. Et ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment les musiques liées au combat, mais vous avez également des musiques plus douces, plus calmes. Et ça a beau être un shonen, ce sont les musiques douces que je préfère, qui sont vraiment mais majestueuses. J'ai été sur Paris il y a quelques années pour voir le concert symphonique de Senseiya. C'était une expérience. Quand tu aimes ça, c'est magnifique, quoi. Donc là, vous avez les openings qui sont vraiment de très bonne facture. Je vous les conseille. Bon, en général, vous connaissez au moins Pegasus Fantasy, qui est le générique principal, le tout premier. Mais les autres sont bons aussi. Au niveau des musiques douces, encore une fois, j'en ai mis que 3, même s'il y en a beaucoup. Et la première, donc de Calions Big Floods, je sais même pas comment lire ça malheureusement, elle est vraiment dingue, quoi. Dès que le live il est fini, vous l'écoutez, d'accord? Et la semaine prochaine, vous me dites ce que vous en avez pensé.
Les OST que je n'ai pas encore. J'ai 1 million de choses Senseiya dans mon armoire, mais enfin, dans mon étagère, mais les OST je ne les ai pas encore. Un jour peut-être. Une musique moins douce, donc Pegasus Ryusaken qui est peut-être la chanson principale quand Seiya rassemble sa cosmo-énergie avant de lancer son metteur de Pégase, plus d'autres musiques que je vous ai proposées. Et autre musique intéressante, donc Toward Valhalla Temple, donc qui est une chanson de nouveau qui vient d'Asgard. Et en fait, un peu comme dans Dragon Ball, en fait, tu as une petite scène d'une minute récapitulative des épisodes d'avant. Et dans Senseiya, durant la période d'Asgard, ce récapitulatif est fait avec cette chanson en fait. Et elle n'a rien à envier aux musiques récapitulatives de Dragon Ball. Elle est vraiment très très bonne. Elle est faite euh, au, ah merde, au xylophone. C'est, Synthé. Ah merde. elle est faite au. Le xylophone, on est d'accord, c'est là où il y a toutes les touches. Et fait, tu fais ting, 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 ting. Oui, c'est ça, non? Avec un petit marteau, c'est plein de Voilà. petites plaques colorées. Voilà, alors Oui. peut-être que dès lors que c'est symphonique, c'est un autre nom, mais là, visuellement, ça me fait penser à un xylophone. Donc, qui est fait majoritairement au xylophone, mais avec bien sûr d'autres instruments encore à l'arrière, et qui est super. Non, non, Bernard Minet, on oublie. Donc voilà, pas possible de parler pendant 10 minutes de l'OST sans mettre le compositeur de tous ces chefs-d'œuvre, donc qui est Seiji Yokoyama, qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, du coup je vous la propose, là vous avez le titre. Donc c'est en japonais sous-titré espagnol, donc ça sera pas forcément accessible au niveau des paroles. Par contre, il s'agit d'une des meilleures scènes tirées du meilleur film de l'univers Senseiya, et c'est ma musique préférée. Donc là vous avez vraiment la totale, vous voyez du coup l'ambiance générale, bah, le côté action et la musique vraiment mise sur des images, et c'est vraiment dingue. Donc encore une fois, si vous avez quelques instants, n'hésitez pas. Alors le doublage est connu pour avoir été exceptionnel et catastrophique. Catastrophique pourquoi? Parce qu'il va y avoir énormément d'approximations. Donc là, c'est-à-dire vraiment le travail de traduction qui, où il va y avoir beaucoup de choses à redire, et puis des trucs où tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible quoi. C'est du genre, un chevalier d'or, il va faire à Seiya, il va lui donner une décharge électronique. Non, tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas laisser, c'est évident qu'il y a une erreur à la fin. Comment on a pu laisser passer ça? Donc voilà, et puis d'autres approximations du genre, les chevaliers sont morts durant la bataille du 12e palais. Non, ils sont morts durant la bataille des 12 palais, ou des 12 temples, ça serait peut-être même mieux, plutôt que du 12e palais, c'est pas du tout pareil. Donc ça, Éric Legrand s'est déjà exprimé sur le sujet. C'était du fait que bah, il découvrait l'épisode en même temps qu'il l'enregistrait en fait, hein. Il n'y avait pas de préparation, rien. Et puis il fallait envoyer ça vite et bien fait. Donc voilà, assez difficile du coup de voir toutes les coquilles. Par contre, le doublage et puis d'autres les coquilles, donc comme j'ai dit, les personnages féminins qui doublent des personnages masculins, bon voilà, un peu dommage. Par contre, le doublage en lui-même, vraiment le travail des comédiens de doublage, là par contre, il est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc vous avez Éric Legrand, qui est bon, surtout connu pour faire la voix de Vegeta, mais moi c'est vrai que le dessin animé Dragon Ball, je ne le regarde pas. Du coup, bah, pour moi, c'est avant tout Seiya, mais c'est aussi bah, Wesley dans Buffy et Angel. C'est une voix qu'on entend très fréquemment. La semaine dernière, j'ai regardé Gremlins, il était dedans. Il tient un personnage secondaire, mais il était dedans. Il a aussi une petite voix dans Pulp Fiction. Enfin, si vous tendez l'oreille, vous l'entendez quand même très 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 souvent. C'est un comédien de doublage quand même archi connu et archi archi talentueux. Peut-être mon comédien français que je préfère. J'étais aux Anges lorsque je l'avais rencontré à une convention, et en plus il est super 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 sympa. Le deuxième, c'est Marc François, qui était aussi, si je ne m'abuse, à la tête en fait du doublage. Donc c'est lui qui chapeautait un peu le tout. Et qui bah, s'occupait à la fois de yoga et de Shiryu. Donc il s'occupait des deux. Autant dire que c'était un peu compliqué pour lui lorsque les deux étaient à l'écran et qu'il devait switcher d'une voix à l'autre, parce que bah, du coup il a essayé de les différencier un petit peu. Le troisième, c'est Henri Janik, donc qui est très 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 connu, hein, puisque bah,
une voix quand même assez difficilement imitable. C'est la voix de Mr. T, de Barracuda notamment. Donc une voix extrêmement grave. Enfin, le mec, dès lors qu'il parle, t'as l'impression qu'il est obligé de mettre ses baloches sur la table. Quoi. Quand il parle, c'est ça. Voilà. Tu sens des gigawatts de virilité dans tous les sens quoi, quand ce mec s'exprime. Donc voilà, il avait une voix assez incontournable. Et donc lui, ici, il s'occupait de Iki, du Phénix. Et enfin, Serge Bourrier, un comédien que j'apprécie énormément aussi, qui s'occupait donc de Sean. Alors ce n'était pas sa voix du coup ordinaire, sa voix elle était un peu plus posée, un peu plus grave. Mais Sean étant un peu plus émotif, du coup il a un peu plus adouci sa voix pour le personnage. Et c'est pour ça que même moi, quand j'étais gosse, j'avais pas forcément fait le rapprochement, je l'avais pas forcément reconnu, alors que j'appréciais déjà sa voix quand il tenait d'autres personnages. Et c'est vraiment en grandissant que, que sur certains mots, et c'est après que voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, il ne reste plus qu'Éric Legrand parmi les quatre là. Les trois autres nous ont quittés il y a déjà quelques temps. Alors Serge Bourrier a quand même eu l'occasion de revenir pour Lost Canvas. Ils ont pu lui redonner le rôle du grand pop. C'était vraiment chouette à voir. Et bien sûr, étant donné qu'ils sont quatre pour tous les personnages masculins du dessin animé, ça sous-entend qu'ils ne vont pas arrêter de se passer le relais les uns les autres. Enfin, clairement, je crois que Henri Djanik, il a dû doubler, je sais pas, 9 chevaliers d'or sur 12, sans doute quelque chose comme ça. Ou, enfin, il a doublé vraiment une quantité astronomique de chevaliers d'or. Et pareil pour Serge Bourrier qui faisait également du coup la voix du grand peuple. Vous me manquez les gars. Voilà, au niveau des madames, à gauche, très 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 connues comme voix, Virginie Ledieu, donc c'est notamment aussi Willow dans Buffy contre les vampires, pour ne citer que ça. Hein. C'est aussi une voix extrêmement extrêmement connue du paysage français. Et enfin, Laurence Crouzet, donc Virginie Ledieu qui s'occupait d'Athéna, Laurence Crouzet qui s'occupait notamment de China, mais elle en a fait d'autres. Et voilà une petite photo de Serge, Virginie et Eric lorsqu'ils sont intervenus au club de Rotet. Donc c'était aussi assez sympa à voir, c'était plutôt cool. Donc voilà pourquoi Senseiya pour moi, il y a un avant et un après, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué. C'est quand même fou de se dire que tu as 145 épisodes et sur 145 épisodes, tu arrives à pleurer quand même 5-6 fois. Ça fait une bonne moyenne quand même. Donc ouais, clairement, j'adore. Je l'ai déjà vu 5 fois. J'ai hâte que ma gamine grandisse un peu, parce que bon, là, elle est clairement petite, pour pouvoir lui montrer et me retaper tous ces épisodes une fois encore. Et je vous conseille, si vous connaissez un peu l'univers, d'aller sur la page des encyclopédies. Donc des encyclopédies, c'est une sorte de Wikipédia de l'absurde. Donc ils font des fausses pages Wikipédia avec c'est juste pour la déconnade en fait. Hein. C'est qu'une succession de conneries, disons. Euh, En général, je n'aime pas. J'ai lu beaucoup de leurs fiches où clairement, j'ai pas trouvé ça drôle. Pour Senseiya, je sais pas s'il y avait un auteur ou plusieurs auteurs. Quand tu connais l'univers, c'est vraiment à mourir de rire. C'est vraiment chouette. Quoi. Par exemple, pour Shiryu, ils disent que son métier c'est chevalier, mais aussi Chip and Dale. Pourquoi bah, parce qu'il finit toujours à poil dans ses combats. Donc, et c'est vrai. Donc franchement, ils se sont cassés la tête quand même pour cette page des encyclopédies, donc je vous la conseille. Alors bien sûr, ils mettent en long, large, en travers le fait qu'on doit monter des escaliers. Enfin, voilà. Ça a beau être mon manga préféré et mon dessin animé préféré. Voilà, j'accepte volontiers ces défauts. Ça fait partie du charme pour moi, forcément. C'est chouette. Il y a suffisamment d'originalité et de bons points pour balayer ces défauts qui sont peut-être un peu plus anecdotiques. J'ai traîné à mort. Je vais essayer de rattraper un peu tout ça tout à l'heure. Alors attends, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement ou je laisse? Oh, tu peux l'arrêter si tu veux. Ouais, peut-être.